BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On est ensemble, vous le savez, pendant une demi-heure pour cette grande interview avec mon invité Yoann Petiot, qui est directeur général de l'Alliance pour le commerce. Bonsoir Yoann Petiot. Bonsoir Edwige Chevrillon. Et puis on aura aussi avec nous Laurent Milchior. Laurent Milchior, c'est le co-gérant du groupe Etam. Alors si vous êtes là, Yoann Petiot, c'est que demain matin, donc merci d'être là ce soir, vous présentez le bilan de l'habillement 2024. Et puis évidemment ce que vous attendez du nouveau gouvernement, si on en a un, enfin s'il ne change pas en tous les cas. Et puis ce qui est intéressant de voir, c'est que vous relevez un peu la tête, mais qu'en même temps, on voit que sur Internet, il y a une baisse de vos ventes. Est-ce que c'est la concurrence de Chine ou de Temu? Vous allez nous dire ça. Juste un mot pour rappeler à ceux qui auraient oublié, l'Alliance pour le commerce, c'est tout ce qui concerne l'Union du grand commerce de centre-ville, c'est la Fédération des enseignes de l'habillement, Fédération des enseignes de la chaussure. En tout, c'est 16 000 magasins, 150 000 salariés. Bon, c'est dur. Est-ce que vous avez, est-ce que 2024, avant de faire le bilan dans les boutiques, est-ce qu'il y a beaucoup de dépôts de bilan? Parce qu'on sait que l'habillement a été très, très touché. Oui, on l'a dit, peut-être d'ailleurs quelques mots d'histoire. On a été très touché de 2020 à 2022 par les fermetures de magasins. C'était la crise sanitaire. Après, on a connu une année d'inflation qui a fortement impacté nos enseignes. Et justement, en 2024, nous, on estime qu'on relève enfin la tête. Alors oui, il y a eu, vous l'avez dit, une série, toutes les marques qu'on connaissait, enfin moi que je connaissais, peut-être vous, moi, mais elles ont toutes, enfin c'est incroyable, oui. Oui, elles ont toutes. Alors certaines aussi étaient, il fallait qu'elles se transforment et qu'elles s'adaptent. Beaucoup ont été restructurées et sont reparties. Si on veut garder une bonne nouvelle avant d'en arriver au bilan, quand même, 2024, c'est la renaissance de Camaïeu qui a fermé, qui aujourd'hui a été repris par le groupe Célio, et on retrouve aujourd'hui 20 boutiques. On en retrouvera encore plus l'année prochaine. Donc en effet, les années passées, 2020, 2022, 2023 même, ont été très difficiles. 2024 reste une année dans un contexte économique qui n'a pas été simple, mais on peut quand même dire ce soir que les enseignes de l'habillement ont relevé la tête en 2024. On a stabilisé notre chiffre d'affaires en magasin, on fait moins 0,1 en magasin, on est presque à l'équilibre sur les magasins, et ça c'est dû, on va dire, au retour des Français vers le magasin. On avait perdu énormément de trafic durant les années passées. On voit que là notre trafic se stabilise, on perd presque plus, on stabilise notre trafic, et les Français nous le disent, ils sont quand même attachés à leur commerce de mode. Oui, on parlera évidemment de la vente sur Internet dans un instant. Il y a plus d'1 milliard de visites en 2024 dans les enseignes du panel que vous, puisqu'on parlait de cette enquête Viva Voice, 200 millions de transactions. C'est beaucoup, non? C'est énorme. Oui, en tout cas, on a voulu mettre ce chiffre-là pour montrer quand même l'appétence des Français à la fois pour la mode et pour leur commerce. Ouais. On a tout entendu ces dernières années, le commerce de mode est mort, on ne se relèvera pas. Eh bien non, quand on regarde sur notre panel des enseignes, qui n'est pas tout le marché, mais qui est quand même une part importante, c'est déjà, vous l'avez dit, 1 milliard de visites dans les magasins sur l'année. Et il y a des centres commerciaux, il y a des centres-villes qui sont pleins tous les week-ends. Et donc, ça fonctionne encore. Et c'est le message que l'on voulait faire passer cette année. En même temps, j'ai envie de dire, il y a mode et mode, parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a les résultats de LVMH qui sont pas bons. On voit quand même que le luxe, la planète luxe, souffre beaucoup. En ce moment, c'est la Fashion Week à Paris. Est-ce que vous l'observez? Est-ce que vous faites un distinguo en fonction du type d'habillement proposé dans les magasins? Oui, bien sûr. Alors, nous n'avons pas le luxe dans notre panel, mais nous avons au moins le premium et on a bien ce qu'on appelle le grand public. Et en effet, on a vu une distinction sur 2024 entre des produits grand public qui ont plutôt bien marché, qui ont surperformé par rapport à notre panel, et à l'inverse, des produits premium qui sont plutôt de l'ordre de moins 2% d'activité en magasin, donc qui ont davantage souffert. Et les Français nous le disent, c'est l'inflation. Ils sont d'autant plus attachés au prix qu'ils ont un pouvoir d'achat qui s'est restreint ces dernières années. Et les premiers, malheureusement, à en souffrir, pour beaucoup, ça a été le luxe premium accessible cette année. Est-ce que vous voyez une différence entre, je vois que Laurent Milchior est en train de se préparer, est-ce que vous voyez une différence entre
entre les centres-villes, les boutiques qui sont dans les centres commerciaux? Est-ce que vous voyez une différence entre Paris, enfin la région parisienne et puis le reste de la France? Alors d'abord sur les emplacements entre les magasins de centre-ville, les magasins de centres commerciaux et de périphérie, on voit une légère surperformance sur les magasins de centres commerciaux, qu'ils soient en centre-ville ou en périphérie. Mais globalement, tous les emplacements s'en tirent à peu près bien en 2024. Il n'y a pas de grande distinction. Pour Paris, c'est très intéressant parce que Paris avait connu un début d'année, on va dire, assez moyen, a énormément souffert de l'organisation des Jeux Olympiques. Il faut le rappeler, on avait perdu 10 points de croissance entre juin et septembre. Et depuis octobre, grâce au retour du tourisme, et notamment des Américains, grâce à la circulation qui est revenue, on a gagné beaucoup à Paris. C'est plus 7 points de croissance à Paris d'octobre à décembre par rapport à l'activité nationale. Donc on a vraiment un regain d'activité sur Paris. On l'a senti au moment des fêtes du mois de décembre. Oui, parce que alors, si on regarde, c'est que alors, vous, au moins, il y en a qui ont été contents si on a eu un mois de septembre pourri, s'il a plu. C'est que du coup, il y a un effet météorologique qui a quand même été très positif pour l'habillement. Bien sûr, on a eu un premier semestre avec un printemps extrêmement pluvieux et donc on a une activité qui a été d'autant plus faible. Et on a vraiment commencé la rentrée, vous l'avez dit, dès le mois de septembre avec une activité à plus 24 dans nos magasins due à un temps d'automne en fait. On a eu de la pluie très très tôt et ça a véritablement lancé notre collection automne-hiver et on l'a senti dès le mois de septembre. La question du prix, de l'inflation, ça a beaucoup joué. Est-ce que justement les secteurs, on voit avec la grande distribution, est-ce que pour vous aussi les prix les plus bas ont favorisé les boutiques qui les proposaient? Oui, bien sûr, on le voit par rapport au luxe accessible qui a souffert. Ce qui a marché, ce sont plutôt les produits du grand public et donc les acteurs qui proposent des prix bas ont particulièrement bien marché. Ils sont très concurrencés, on y reviendra par les acteurs, par les plateformes Internet, mais on sait que ça marche. On sait que les Français ont un pouvoir d'achat qui est contraint et ce qu'ils regardent d'abord dans leur acte d'achat, c'est le rapport qualité-prix. Et le prix est extrêmement important et le restera, on le sait, l'année prochaine. Juste un point... vous avez mentionné, et puis j'étais avec de récupérer la tablette qui me permettra d'être avec Laurent Melchior. Sur les Jeux Olympiques, pour vous, l'impact a été très négatif? Sur Paris, oui. Parce que dans le reste de un la peu France, moins évidemment. C'est pas véritablement senti, mais à Paris, c'est vrai, entre le mois de juin où les problèmes de circulation ont commencé, où on commençait à monter toutes les tribunes. C'était moins comment, Entre le mois de juin et le mois de septembre, on a perdu 10 points d'activité à Paris par rapport au national. Donc c'est extrêmement important. Certains ont été même au-delà encore. On fait des moins 20 à Paris sur le mois de juillet. Donc c'était extrêmement important. Et on a eu quand même un net rebond à partir de la fin du mois de septembre parce que les touristes sont revenus. On pouvait circuler de manière... Et qu'il a plu. Et qu'il a plu. Mais vraiment, ça s'est reporté également sur le mois de décembre. On a senti un surcroît d'activité à Paris sur cette fin d'année. C'est plus 7 points d'activité. Toute dernière question que je poserai aussi à Laurent Melchior. Les soldes 2025, est-ce que ça commence à marcher? Alors pour l'instant, on a tiré un premier bilan, il reste encore une semaine. Oui, enfin ça y est, le gros est derrière nous. Est un peu mitigé parce qu'on a eu une première semaine qui n'a pas été bonne, il faut se le dire, parce qu'on a eu un temps quand même assez détestable. Et on est reparti sur la deuxième semaine. Donc pour l'instant, on est quasi stable en magasin. On est à -1 au bout de 3 semaines en magasin et un tout petit peu moins sur le web. Mais est-ce que quand même, il ne faut pas complètement revoir la question des soldes, puisqu'on aura peut-être un gouvernement ou une nouvelle loi, enfin on en dira un mot dans un instant, mais est-ce qu'il y a les soldes telles qu'elles existent encore aujourd'hui, est-ce que c'est pas fini? Alors, il y a les soldes. Il y a les ventes privées, il y a tellement de choses. Ce qui est vrai, c'est que les ventes privées ont très bien marché cette année parce qu'elles étaient sur une vraie période de vacances scolaires. Donc, on a des ventes privées qui ont été extrêmement performantes sur cette fin d'année. On a eu un Black Friday qui a été aussi très très bon. Donc, c'est vrai que le cumul de ces périodes promotionnelles fait que les soldes ont perdu un peu de leur poids, ont perdu un peu de leur force. Pour autant, nous, on a plutôt une position de statu quo sur le calendrier entre ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent reculer. On est plutôt, on trouve que c'est peut-être le moins pire des calendriers. Mais le jour le plus important aujourd'hui, c'est plus le premier jour des soldes, c'est le Black Friday. Bien sûr, bien sûr. Mais si je me place du côté d'une entreprise et d'un commerçant, les soldes, c'est important parce que c'est ce qui vous permet de déstocker en fin de saison. C'est pour ceux qui veulent vendre à perte pour écouler leur stock, ils le peuvent. Attention au Black Friday. Au Black Friday, ça vous oblige à faire de la promotion dans un moment de quasi-Noël, où en principe c'est une période très importante pour les commerçants où ils peuvent faire de la marge. Et donc il y a des questions de rentabilité extrêmement question de marge, c'est clair. Bonsoir Laurent Melchior, merci d'être avec nous. Vous êtes
co-gérant d'Etam, faut-il le rappeler. Vous avez entendu Yann Petiot. Vous, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? D'abord, bilan 2024, grosso modo. Est-ce que plutôt positif? Plutôt positif pour nous en 2024. On fait notre budget de bottom line, donc c'est le plus important. On a une croissance de chiffre d'affaires global de 2% et contrairement au marché, un online qui a bien performé puisqu'on a progressé de 20% sur le digital, en améliorant notre rentabilité, en se désendettant et en refinançant le groupe. Donc c'est une année qui s'est plutôt bien terminée. Je dis pas que ça a été facile, mais en tout cas elle s'est terminée correctement. Et avec Maison 123 qui est vraiment rené de ses cendres et après 4 ans d'un travail fabuleux de l'équipe, c'est une entreprise qui a fait plus 13 en chiffre d'affaires et qui a dépassé les 10% d'EBITDA en 2024. Donc, comme quoi, quand on rencontre bien ses clientes et qu'on fait un bon travail en marketing, en produit, dans ce métier-là, ça fonctionne encore. Est-ce qu'il y a eu un effet géo négatif chez vous ou pas dans les boutiques Etam? Maison 123 Dans l'impact global sur les 1500 magasins du groupe, des magasins de Paris Intramuros, c'est relativement faible. Donc, nous, l'impact, il est de 300 000 euros, vous voyez, sur l'année, donc sur 900 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est un impact, 300 000 euros de marge, donc c'est un coût. Mais qu'on a rattrapé après. Le mois de septembre, comme l'a dit Johan, était un bon mois pour la météo et plein d'autres choses. Donc, globalement, je pense que ça fera du bien à Paris et à la France pour les mois et les années à venir. Donc c'est pas très grave. Est-ce que chez Etam, mais tiens, c'est une question que je vous poserai aussi à Yann Petiot, est-ce que vous avez ressenti l'espèce d'attentisme des Français, surtout des Parisiens, avec cette instabilité politique où c'est vrai que depuis le 9 juin, on ne sait plus très bien où on habite. Et encore ces heures-ci, j'ai envie de dire. Clairement, on a senti à la dissolution un coup d'arrêt sur les ventes, compensé un peu par le démarrage des soldes, mais et Paris s'était vidé pour les Jeux Olympiques, donc il y a une période de flou un peu bizarre, donc l'été était un peu compliqué. Et puis ensuite, on a eu un mois de septembre qui a été très bon, qui a quand même pas mal rattrapé. Et toute la période de promotion, Black Friday, etc. Vous parliez des soldes tout à l'heure. La réalité, c'est que les soldes, alors on n'est pas tous d'accord sur les soldes, mais quelque part, le Black Friday avant Noël, c'est dommage, mais c'est une réalité de marché. Les ventes privées qui démarrent avant les soldes, sans passer en dessous de notre prix de revient, compte tenu de notre structure de marge, c'est un vrai démarrage des soldes. Donc en fait, la première date des soldes, c'est plus un rendez-vous aussi important que ça l'était, mais la somme de toutes ces promotions a compensé. Moi, je suis partisan de baisser la démarque et de faire moins de promotions pour créer de la valeur. Et donc, je pense que quand on a un très bon produit, on a moins besoin de ces périodes de promotion, et c'était le cas de Maison 123 sur 2024. Ouais. Yann Petiot, vous êtes d'accord avec ce dit Laurent Melchior? Oui, bien sûr. On voit en moyenne, ce sont les chiffres de l'Institut français de la mode, en moyenne, on a 44% de promotion de produits vendus en promotion sur l'année. C'est beaucoup et c'est au-delà même du mois de janvier. 44, quasiment la moitié. Oui, parce qu'on a beaucoup d'acteurs et notamment les nouveaux acteurs qui sont sur un schéma de promotion permanent. Donc, pour arriver à s'en sortir, comme l'a très bien dit Laurent, il faut travailler son produit, il faut travailler sa communauté, il faut arriver à sortir du lot, se différencier. En effet, là, on peut trouver un chemin de sortie de la promotion. Oui. Comment est-ce que est-ce que vous êtes vous avez dit plus 20% sur les ventes sur Internet. En même temps, ça dépend d'où vous partez, quoi. Sur le problème de l'absolu ou du relatif. Mais on a dépassé les 100 millions hors taxes net de retour. D'accord. Donc en commande, ça commence à faire des gros chiffres. Hein. Si on parlait en GMV comme un certain nombre d'acteurs pure players, on dirait que l'année dernière, on a fait 160 millions ou 170 millions TTC de chiffre d'affaires online. Donc, ça fait déjà une belle DNVB. Est-ce que la concurrence de Chine et de Temu est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux pour Etam? Est-ce que vous êtes concerné vraiment au premier chef, vous? Sur la marque Undies, qui est la marque d'entrée prix qui est particulièrement jeune et à bas prix, c'est clairement une concurrence. J'ai un chiffre en 2023, alors j'ai pas le chiffre en 2024, en 2023, 53% des clients Undies avaient déjà acheté de la lingerie sur Shein. Ah oui. Pour quelque chose qui n'existait quasiment pas quelques années auparavant. Undies, c'est à peu près 200 millions de chiffre d'affaires hors taxes. Donc clairement, ça a un impact. Après qu'il y ait des concurrents avec des modèles différents, il y a Primark, il y a Kiabi qui font un très bon travail sur le bas prix. Il faut juste que les règles soient les mêmes pour tous. Et aujourd'hui, Shein et Temu ne payent pas les droits de douane. C'est probablement un modèle de dumping. C'est pour ça que Shein
on entend parler le serpent de mer, hein, d'une entrée en bourse et finalement l'entrée en bourse elle n'arrive pas parce que présenter des comptes Chine qui ressemblent à quelque chose pour des professionnels de l'industrie, ça doit être un peu compliqué. Donc il faut effectivement que tout le monde soit soumis aux mêmes règles, hein, d'autant qu'on a des règles aujourd'hui RSE avec la CRCD, etc., qui sont de plus en plus complexes, sur lesquelles nous évidemment qu'on applique, et aujourd'hui on a 70% de nos produits qui ont plus de 80% ou de coton recyclé ou de coton biologique ou de matière recyclée, donc on fait vraiment cet effort-là. On a des affichages environnementaux qui vont arriver complexes, donc je pense qu'il faut que tout le monde soit juste logé à la même enseigne. Après sur l'ultra fast fashion encore c'est un autre débat, mais qu'au moins chacun paye ses impôts pour vendre un produit au même prix avec des marges sans dumping. Anne Petiot, je disais les ventes sur Internet pour vous, enfin le chiffre global hein, donc de l'Alliance pour le commerce c'est moins 3,5%. Est-ce que vous imputez ça donc à des Chine et des Temu? Et est-ce que vous, j'imagine que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde évidemment que ce que dit Laurent Melchior? Bien sûr, là on est face à une situation qui devient maintenant inacceptable et insupportable pour les entreprises. Il faut bien comprendre, on disait hier encore que Chine allait devenir la première enseigne, si on peut dire comme ça, de vente d'habillement, devant même Vinted. Ils ont fait plus 58% de croissance l'année dernière. Ils sont là que depuis quelques années. Donc il faut bien se rendre compte, les parts de marché qui ont été, j'ai envie de le dire comme ça, piquées par Chine, c'est moins cher. Totalement déloyal. Non, c'est pas moins cher. Il y a des acteurs, comme l'a dit Laurent, qui font très bien le job du bas prix en France et qui créent de la valeur en France, qui créent de la richesse, qui ont des magasins, qui ont des entrepôts, qui ont des sièges sociaux, qui paient leurs taxes. Là, on n'est pas face à ça, on est face à des acteurs qui bénéficient d'un dumping qui est insupportable. L'Europe dit aujourd'hui c'est 4 milliards de colis qui sont envoyés, alors pas seulement par Chine et par Temu, mais 4 milliards de colis qui sont envoyés en Europe chaque année, qui ne paient pas de droits de douane en dessous de 150 €. Si demain on applique les mêmes règles à Chine et à Temu, leur modèle ne peut pas tenir, ils ne tiennent pas. Mais dans l'attente, c'est nous qui souffrons. Ce sont les entreprises qui créent de l'emploi en France, qui créent des magasins, qui ont des entrepôts, des réseaux. Donc on ne peut plus attendre. L'Europe dit, attendez 2028, on va réformer le code de l'Union européenne. Ça sera trop tard, on sera mort. Donc il faut maintenant agir rapidement. Il y a d'autres pays qui en parlent, hein. Aux États-Unis, le seuil, il n'est pas à 150 €, il est à 800 $. Je sais que le Royaume-Uni aussi y regarde. On ne peut pas. On n'est pas contre la concurrence, mais il faut qu'elle soit loyale. Et aujourd'hui, force est de constater, sur les droits de douane, ça ne l'est pas. Sur les règles de protection du consommateur, ça ne l'est pas. Sur les règles de sécurité du produit, ça ne l'est pas non plus. Pour preuve, je recevais encore ce matin une newsletter d'un des deux grands acteurs asiatiques qui me disait Black Friday, achetez. Je reçois des newsletters soldes tout au long de l'année. Ça, c'est plus possible. Les acteurs ne peuvent plus subir ça, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans une phase de transformation extrêmement forte. Un autre chiffre, Laurent parlait des efforts d'éco-conception des marques. Aujourd'hui, Chine, c'est 80% de polyester, de matière synthétique, avec une très très faible part de produits recyclés, c'est à peine 6%. Quand on sait que nous, les acteurs français, prennent des engagements forts pour justement mieux concevoir leurs produits et limiter leur impact durable. Donc il faut absolument, c'est pas une question de concurrence, oui à la concurrence, mais oui à une concurrence saine. Force est de constater que ce n'est pas le cas et qu'il faut qu'on agisse vite maintenant parce qu'ils prennent des parts de marché. Il y a des conséquences. Le risque est c'est quoi la part de marché de Chine en France? Alors, les Amazon, Chine et Temu, c'était de l'ordre de 22% du chiffre web. Mais ce sont des acteurs qui n'étaient pas là il y a 2 ans, en fait. Donc, ils ont une progression extrêmement rapide face à des acteurs français qui avancent avec quelques charges à la fois financières et administratives que les autres n'ont pas. Laurent Melchior, vous attendez quoi du gouvernement, peut-être en conclusion pour vous? Non, mais sur ce sujet, je pense que déjà, il y a un sujet simple qui est la DGCCRF. Aujourd'hui, sur les sites, en fait, il y a des politiques commerciales qui sont illégales. La direction de la concurrence qui sont tout simplement illégales en France. Quand vous mettez un produit, que vous mettez moins 50 et que le produit n'a pas 30 jours de référence de prix, en fait, c'est illégal. Donc, que le produit soit pas cher et soit de bonne qualité avec le bon style, etc., d'une certaine manière, ils font un bon travail. Mais par contre, il faut pas soustraire juste aux règles. Donc, il faut que la DGCCRF, enfin, l'autorité de la concurrence, fasse appliquer les règles françaises aux sites traduits en français de Chine et Temu sur le territoire français. Et ensuite, avec un peu d'IA générative, on peut contrôler facilement tous les colis à plus de 500, à moins de 150 € et à moins de 150 € et appliquer des règles douanières. Et donc, il faudra que les États s'équipent d'outils automatisés parce que 4 milliards de colis, ça ne peut pas se faire manuellement avec les outils existants. Et donc là, il faut trouver une agilité. Il faut que l'État travaille avec des sociétés privées qui, elles, ont la capacité de traiter ce type de données pour être réactifs. Et ça, c'est un changement de dogme, mais c'est vraiment un gain d'efficacité nécessaire. Et je pense que
le modèle, en tout cas Trump-Musk, qui a bien des défauts, en tout cas sur cette notion d'efficacité. C'est un bon exemple pour nos politiques européennes. Montrer que c'est possible. Yoann Petteau, oui. Yoann Petteau, est-ce que juste vous, le gouvernement, vous avez des contacts avec le gouvernement actuel, avec votre ministre de tutelle On en a eu avec le précédent, on va oui, en avoir avec oui. l'actuel, puisqu'on rencontre très prochainement Madame Louwagie, qui est en charge de ça, oui. Du commerce, et c'est le message qu'on va lui faire passer, le message en effet d'équité concurrentielle. Elle vient d'arriver, donc déjà, bon, pas évident. Le message aussi de simplification, Laurent en a parlé, c'est un mot que tout le monde a à la bouche, et notamment l'Europe maintenant. Il est temps, si je prends qu'un exemple, celui de la CSRD, qui est le reporting extra-financier des entreprises pour rendre plus transparente toute leur politique RSE. Certaines entreprises qui doivent déjà faire leur rapport pour cette année nous disent c'est 400 000 euros de coûts pour faire ce rapport, 2 personnes à plein temps. Ça, c'est impossible pour une PME, même pour une ETI. Ces entreprises-là, elles nous disent, sont 2 personnes qui ont bossé à plein temps pendant 1 an pour faire le rapport et qui, pendant ce temps-là, n'ont pas transformé l'entreprise, n'ont pas travaillé sur des projets RSE de transformation. Donc, on doit aller vers un objectif de simplification. J'ai lu que la France le portait au niveau européen. Il faut que le message soit fort et maintenant qu'il soit rapide parce que les entreprises, elles ont déjà commencé le travail. Donc, il faut leur dire comment on va simplifier, où on va simplifier, pour qu'on puisse concentrer véritablement notre énergie sur le faire plutôt que sur le dire. Toute dernière question pour vous, Laurent Milchier, juste que ça n'a pas rien à voir avec... Vous êtes resté en Russie, je crois. Est-ce que vous faites un peu le même raisonnement que Auchan, qui lui est resté en Russie, qui se dit finalement on va peut-être pas, il devait se vendre à un groupe qui appartient à l'État, finalement on va peut-être pas y aller parce qu'on espère et on pense qu'il y aura une solution, un accord qui va être trouvé avec Moscou. Alors nous, la Russie, c'est une plus petite part de notre chiffre d'affaires que Auchan. Oui. C'est pas nos plus gros marchés. On n'est plus un de nos plus gros marchés à l'international. On l'a fait aujourd'hui pour préserver effectivement les emplois sans aucun développement, en espérant une issue rapide de la guerre. Aujourd'hui, on va voir effectivement ce qui peut se passer sur les 6 prochains mois. Et on réfléchit à des scénarios, effectivement, des scénarios alternatifs. Est-ce qu'on doit rester ou changer notre stratégie sur ce territoire? C'est sur le dessus de la pile en ce moment. Ça va vraiment beaucoup dépendre des mois qui viennent. Mais je pense que la priorité, elle est d'abord à trouver un accord de paix. Et puis après, pour le retail, là-bas, on verra dans un deuxième temps. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurent Milchier, co-gérant du groupe Etam. Et donc, écoutez, à bientôt, notamment pour faire le bilan de votre groupe. Merci d'avoir été avec nous. Yoann Petteau, j'ai encore quelques questions. Merci. Vous avez, il y a un sondage que vous avez fait. L'Institut Viva Voice a fait un sondage pour l'Alliance du commerce, dont vous allez rendre demain les enquêtes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, j'imagine que ça vous fait plaisir, c'est que les Français, en grande majorité, restent attachés à leur boutique de mode, à leur magasin. C'est ce qu'on constate dans cette enquête. En effet, pour donner quelques chiffres, c'est 90% des Français qui fréquentent les commerces de mode, c'est 35% qui y vont au moins une fois par mois et qui nous disent véritablement, quand on leur dit parlez-nous librement des commerces de mode, les premiers mots qui leur viennent sont des évocations de plaisir, de bien-être, de loisir aussi. Il faut admettre que le commerce est un loisir, est un plaisir. Peut-être que l'habillement a ce petit plus par rapport aux autres commerces qu'il est très personnel. On est tous très heureux le matin de s'habiller. C'est l'estime de soi. Finalement, c'est notre représentation à l'autre. Et ça, on sent véritablement que les Français nous le disent. Ils sentent aussi que les commerces et les commerces de mode en particulier sont utiles à leur territoire, qu'on crée de l'emploi, qu'on est au cœur de la dynamique territoriale. Et ça, c'est important de le rappeler parce que c'est une activité le magasin qui ne se délocalise pas et qu'on laisse parfois un peu trop... Oui. Et justement, on voit, parce qu'il y a 65% des Français qui estiment que les commerces de mode proposent une expérience, parce que maintenant on parle comme ça, une expérience d'achat agréable et épanouissante. Ça veut dire qu'à la limite, on regarde sur Internet des vêtements, et puis après on va dans la boutique pour l'acheter. Alors, ce qui est vrai, là où vous avez raison, c'est qu'on a quand même changé nos habitudes de consommation. Les actes d'achat sont quand même beaucoup plus préparés en amont, où on compare sur Internet, parce que Internet, c'est quand même le lieu de la comparaison extrêmement rapide. Mais souvent, on finalise l'achat en magasin. C'est la capacité de toucher le produit, de l'essayer, d'avoir un conseil, peut-être d'aller le chercher avec le click and collect aujourd'hui en magasin. Donc, on sent quand même que les deux sont liés, mais il y a un attachement
je dirais presque viscérale quand même pour les Français et fort heureusement à leur commerce et notamment à leur commerce de mode. Je vois que Laurent Milker est resté avec nous. Vous acquiescez ou pas? Vous avez Clairement, aujourd'hui, les consommateurs, ils ont besoin. Enfin, on est des êtres humains, on a besoin de contact, humain. Donc, le e-commerce, c'est un super service. Est-ce que ça remplacera les magasins? Je suis persuadé absolument pas. Clairement, l'impact, quand vous commencez à faire 15-20% de votre chiffre d'affaires en ligne, c'est-à-dire qu'il faut revoir son parc magasin de manière dynamique pour faire de la croissance à périmètre comparable. Et donc, le parc magasin, il doit tourner. On ne peut pas s'accrocher à son parc existant avec des croissances de vente en ligne. Ça crée de cannibalisation. Les deux autres sujets rapidement, il reste 20 secondes. Abordés, c'est le coût des salaires, hein, cette hausse potentielle de charges sur les bas salaires. C'est un vrai problème parce que c'est le premier poste de charge dans notre métier. Et ensuite, le poids des loyers. Donc, il faut vraiment que les taux d'effort et que nos frais de personnes restent stables avec un e-commerce qui va exister et qui représentera probablement à maturité 20-25% du chiffre d'affaires. Donc, il y aura le pont entre le e-commerce, c'est pas l'omnicanalité et c'est ce qui fonctionne plutôt bien. Et je pense qu'une partie de nos résultats 2024, ils sont liés au fait qu'on a fait un bon travail en digital. Oui, c'est sûr. Le coût du travail au moment où justement demain ou après-demain, on va parler de ça, savoir où est-ce si on accentue, on alourdit ou pas les cotisations sociales pour vous. C'est un risque parce que là, je l'ai dit, on relève la tête sur le chiffre d'affaires, mais maintenant il faut aller chercher de la rentabilité pour pouvoir survivre. Et en effet, le coût du travail, toutes les charges sont une vraie question pour nous et les allégements de charges en sont une. On entendait hier encore que le chômage malheureusement risque de remonter. On entendait qu'on allait atteindre 8,5 certainement dans l'année. Donc on voit que l'emploi est très fragile. Attention à ne pas détruire de l'emploi en augmentant le coût des charges sociales liées à nos emplois. Vous reviendrez nous voir là tous les deux. La seconde main, ça représente combien aujourd'hui ? Alors, ça représente au total du marché de la mode environ 5 à 6 milliards. Et chez nos enseignes, il y en a de plus en plus qui le testent sur Internet, en magasin. Je sais que Laurent le teste sur Internet pour ses marques, qui habille le fait en magasin. C'est petit encore, c'est émergent, mais c'est à croître. Il faut aussi qu'on en fasse un modèle qui soit rentable si on veut qu'il puisse se développer à l'avenir. Merci beaucoup. Merci Yann Petiot d'être venu ici, directeur général de l'Alliance pour le commerce. Merci Laurent Milchior, co-gérant d'Etam, d'avoir été avec nous.